Salut à toi sur mon podcast, c'est Margot, aka Manifesteur Sol. Et au début, j'hésitais à faire un épisode de présentation du design humain. Et je me suis dit que c'était quand même pas trop mal. Donc là, ce sera plus pour les personnes qui ne connaissent pas très bien ou qui débutent en design humain pour faire des petits rappels et pour aborder les 3 piliers que j'aime bien appeler fondamentaux en design humain, les principales choses qu'on peut savoir en un coup d'œil presque quand on obtient sa charte. Donc, le design humain, c'est quoi ? Bienvenue. Alors, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi qui a émergé il y a environ une trentaine d'années, qui a été canalisé par un homme pendant 8 jours et 8 nuits, il me semble, enfin une semaine, jour et nuit. Il a reçu des informations de la part d'une voix qui lui a transmis du coup toutes ces notions du design humain. Alors, comme j'aime bien dire aussi dans mes analyses, le début est un peu perché au ciel. Il n'empêche que quand on commence à se plonger dans l'étude de sa charte, dans son body graph, quand on commence à prendre connaissance de notre design, on se rend compte que c'est comme si on était lu, décrypté comme dans un livre ouvert. C'est-à-dire que cet outil, il arrive, enfin en tous les cas pour moi c'est l'outil qui a permis de poser les mots les plus chirurgicaux et les plus précis et les plus forts de sens sur ce que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi. C'est aussi l'outil qui a permis de mettre en évidence de manière saine et claire en fait plein de potentiel. Alors cet outil, pour reprendre un petit peu, donc il a été canalisé par Ra-Uru d'ailleurs, pour ceux qui veulent s'en imprégner un petit peu plus. Et lui, pour le coup, il a mis un petit moment quand même dans son histoire avant de le diffuser parce que, voilà, on va pas se mentir, il était quand même sain d'esprit, il a toujours été. Mais se faire alpaguer par une voix pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, c'est... voilà, faut l'assumer aussi. Donc il a mis un certain temps avant de le diffuser, puis après il a commencé, puis il a vu que ça avait pris de l'ampleur, comme tout, et puis ça s'est diffusé, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est un enseignement qui prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus de gens qui font leur formation. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts en fait, on va dire. Et cet outil, qu'est-ce qu'il regroupe entre autres ? Alors, en toute honnêteté, je retiens jamais tout les disciplines qu'il prend, mais disons que c'est un savant mélange entre des sciences qui sont à la fois très anciennes et à la fois modernes. Donc, on a par exemple des notions d'astrologie, parce que c'est très relié aux planètes et l'influence des planètes et des transits planétaires. On a le Yi-King chinois, très très précis aussi, je ne me suis pas encore plongée dedans, mais c'est assez costaud. On a, il me semble, des notions d'ennéagramme. Alors, astrologie, Yi-King, des notions voilà. La Kabbale. Non, mais tu sais que j'ai dû arrêter et aller prendre mon livre parce que je retiens pas bien ce genre de choses-là. Donc, on a l'astrologie, le Yi-King, des notions d'ADN, donc quand même des choses assez récentes, un petit peu de physique quantique aussi. Donc tout ce qui est hexagramme, et ça fait partie du Yi-King, les chakras hindous, voilà, on va y arriver, et la Kabbale. Donc on a quand même un mix de sciences anciennes et sciences modernes, et qui donne un magma qui nous permet, finalement, quand on édite notre charte, d'avoir un graphique devant nos yeux. Quand on n'y comprend rien, à la base... quand on ne connaît pas, on n'y comprend rien, et c'est souvent là qu'on a besoin d'un analyste, ou du moins d'approfondir de son côté pour apprendre à décrypter ça. Et ce que je trouve particulièrement intéressant parmi toutes les choses super intéressantes que je trouve dans le design humain, c'est que je trouve que c'est un outil qui nous parle d'un point de vue énergétique, mais qui se constate dans le pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la théorie. Parce qu'une fois ou deux, on m'a demandé, oui, est-ce que le design humain, c'est comme le MBTI ou les ennéagrammes ? Alors, je dis non parce que le MBTI, les ennéagrammes, c'est de la déduction, même si, il y a des fois, c'est évident. Là, le design humain, on demande les informations de naissance les plus précises possibles, parce que ça, c'est important. On a une charte et on ne va pas déduire, on ne va pas dire, oui, peut-être ton centre, il est défini ou pas. Non, en fait, c'est devant nos yeux et on peut pas, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à supposer, en fait. Pour moi, c'est déjà très important de ne pas être dans cette notion de supposition, parce qu'être trop dans la supposition, ça m'agace. Donc, face à cette charte, face à ce graphe, du coup, on
Alors, c'est des représentations qui sont plutôt énergétiques parce que c'est pas vraiment palpable, mais c'est excessivement concret. Par exemple, si, quand on énonce des potentiels, par exemple, je vais reprendre le centre du plexus solaire s'il est non défini. Si on dit à la personne, mais par exemple, tu vas capter, amplifier les émotions et tu vas avoir la tendance à faire les choses pour faire plaisir à l'autre, ça va parler direct. Il n'y a pas peut-être des suppositions, c'est la personne elle dit ah ouais c'est ça, oui exactement c'est ça, c'est quand on se forme du coup on a ce genre de réflexe là puis bon les connaissances qui vont avec et on arrive à pénétrer en fait la personne hyper fort et vraiment lire à l'intérieur d'elle comme dans un livre ouvert et surtout moi ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est pas français quand je parle, hein, c'est oh là là, j'ai honte. Bref, le message passe quand même. C'est que, oui, ça permet de poser des mots très précis, je trouve. Une des grandes forces du design humain, pour moi, c'est d'être... J'aime bien dire ce mot-là, c'est d'être chirurgical, c'est-à-dire que le potentiel, par exemple, du ticket de seconde classe, par exemple, à 22.1, donc mon soleil conscient, c'est pas... C'est une partie de la grâce. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, quand on va pousser un petit peu plus loin, on arrive à rentrer dans des précisions qui éclairent, qui soulagent. La plupart du temps, ce sont des informations qui soulagent. Alors, le design humain, parce que je ne vais pas trop partir dans tous les sens, TTH non défini, je rappelle ici. Le design humain, ce qu'il nous apporte, alors comme dirait Ra, une des dernières citations que j'ai vues de lui, c'est qu'il dit « Le design humain nous permet de prendre des décisions ». Alors, dit comme ça, pour les plus sceptiques, ils vont dire « Oula, bravo, on t'applaudit ». D'accord, donc, en sachant que le design humain nous dit que le mental n'est pas fait pour prendre une décision. Sauf que toi et moi, on sait très bien que on est plus que formaté pour prendre nos décisions avec la tête, en réfléchissant, nanana, on est dans l'ère de la jeunesse, ça n'est pas pour rien. Et le design humain nous dit non, 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 que nenni, ce n'est pas ça, c'est en fonction de tes émotions, c'est en fonction de ta réponse dans ton corps, si ça vibre ou pas, c'est en fonction de tes intuitions, c'est en fonction de ta volonté, peut-être de ta sensation de bien-être, ce qu'on appelle des autorités intérieures. Donc, effectivement, le design humain nous apprend à prendre des bonnes décisions en fonction de qui on est, en apprenant à nous écouter pour de vrai. Pas en écoutant l'autre, pas en réfléchissant aux 15 conséquences sur 15 générations derrière ce que ça va faire, c'est en fonction de ce qui est bon pour nous dans l'instant. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat, notre monde change d'air, la 2027 ça arrive à grands pas, etc. Donc voilà, l'ère est à l'individualisation. D'ailleurs, le design humain s'appelle la science de la différenciation. Donc effectivement, cet outil nous apprend à poser des décisions et surtout, il nous apprend notre bon fonctionnement et à aller vers cette voie de non-résistance. Parce que quand on est dans le dev perso, en général, je prends souvent l'exemple du dev perso parce que voilà, quand on se plonge dedans, c'est pour apprendre à se connaître, et en apprenant à se connaître, à la base, c'est soit pour être mieux, soit pour éliminer les résistances qu'on peut sentir dans nos vies. Donc le design humain nous indique déjà comment mieux nous écouter, comment prendre des décisions qui sont plus alignées et correctes pour nous, de manière à ce que les résistances s'amoindrissent. Et là, je ne sais pas si, parce que ça va vite dans ma tête, disons que quand on commence à prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, est-ce que tu te rends compte de toute la déconstruction potentielle de l'ego qu'il doit y avoir derrière? C'est-à-dire que si tu as été formaté, comme moi bien entendu, parce que voilà, à prendre des décisions avec le mental et sur base de peur, tu vois tout le mécanisme à l'intérieur de toi qui existe. Et là, le design humain te dit, bah non, toi il faut que tu prennes des décisions avec tes émotions. Alors déjà, ton mental, il va dire ouais, grosse blague, hein, il va applaudir lui aussi. Et puis, il y a un truc en toi qui va dire oh, merci, enfin quelqu'un qui me dit quelque chose de vrai, de bon pour moi, de pertinent. Parce que si tu es censé prendre tes décisions en lien avec tes émotions, pour reprendre cet exemple-là, il est fort possible qu'on t'ait éduqué à dire, on t'ait éduqué dans le sens où, bah non, tes émotions, c'est éclaté au sol, tu les mets de côté, et puis on verra après. Voilà, donc ça veut dire que tu as potentiellement, j'entends bien, vécu pendant très longtemps en réprimant complètement tes émotions. Et là, on te dit de faire l'inverse. Ah, ça fait mal. Donc voilà, quand on te dit le design humain est un outil qui nous apprend à prendre des décisions, au début on rit, puis après on se dit ah, je l'avais peut-être pas vu comme ça. Donc déjà ça, et aussi pour aller vers cette fameuse voie de non-résistance. Parce que
On est tous là pour quelque chose de précis. D'ailleurs, notre charte peut nous en dire plus par rapport à ça sur nous, sur comment on fonctionne, etc. Et on n'est pas censé galérer. Alors, ça ne veut pas dire que notre vie est facile, hein, c'est pas ça, mais on n'est pas censé galérer. On n'est pas censé se prendre des pieux partout. Déjà, si on se prend des pieux partout, c'est parce qu'on ne prend pas des bonnes décisions pour nous, ou qui ne sont pas correctes par rapport à ce qu'on doit vivre ici, par rapport à notre incarnation. Et c'est que certainement, on prend aussi des décisions avec le mental et pas de la bonne manière pour nous. C'est là que j'introduis, rapidement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, les 3 piliers fondamentaux, que j'appelle comme ça moi, hein, c'est pas du tout officiel cette appellation, les 3 piliers fondamentaux que nous donne comme explication, c'est pas français du tout encore quand je parle, mais que nous distribue le design humain. Donc les 3 piliers fondamentaux, c'est quoi? C'est notre type, notre autorité, notre stratégie. Donc déjà, ça, tu peux l'avoir écrit noir sur blanc quand tu édites ta charte de manière gratuite sur Jovian Archive ou sur plein d'autres sites, peu importe. Tu vas lire que tu es par exemple générateur, manifesteur, autorité émotionnelle, profil 1-3. Voilà. Et déjà, rien que de savoir par exemple que tu es générateur, manifesteur, à autorité émotionnelle, déjà rien que ça, si tu travailles dessus, si tu te plonges dessus, et tu n'as pas besoin d'aller chercher tes canaux, que sais-je, je sais pas quoi. Tu te plonges dessus, tu peux avoir ce qu'on appelle un déconditionnement qui peut te prendre plusieurs années. Ok? Parce que quand on apprend à connaître notre type, notre autorité, notre stratégie, et je m'en tiendrai à ça dans cette présentation rapide du design humain, et encore que déjà le contenu va être sympa, je pense, c'est que le type, en design humain, il y en a 4. Oui, parce que je suis de l'école qui dit qu'il y a 4 types et pas 5. Voilà. Il y a 4 types qui vont déjà te donner beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire l'interaction première, invisible et non verbale qu'il peut y avoir avec les autres, qui peut expliquer beaucoup de choses selon l'aura que tu as, du moins qui peut te conforter dans ce que tu ressens au lieu de te dire non, t'es complètement timbré. Chaque type a ce qu'on appelle une stratégie spécifique. La stratégie, c'est quoi? C'est la meilleure manière d'agir et de réagir face à la vie en fonction de notre type. La stratégie est accolée au type. Et notre autorité, c'est le meilleur support que l'on a à l'intérieur de nous pour prendre des décisions. Ces fameuses décisions qui vont potentiellement être remises en question par rapport à ce qu'on apprend en design humain. Alors, parenthèse, les termes qu'on utilise en design humain n'ont pas la même connotation et la même connotation forcément que ceux qu'on utilise dans le langage courant. Donc quand on parle d'autorité, de stratégie, on se détend la nouille, tu vois, c'est des termes spécifiques au design humain pour désigner quelque chose en design humain. Il n'y a pas de notion de jugement derrière. Donc, je reprends l'histoire des types. Les types, il y en a 4. Alors, moi, je remets dans les êtres sacros. Je sais que ça peut faire confusion, ça peut faire grosse polémique. Je mets les générateurs et les générateurs manifesteurs dans la famille des êtres sacros, parce qu'ils ont leur sacral défini. Et donc, ce sacral-là leur donne la stratégie de répondre. Ils ont une aura ouverte et enveloppante. Ils représentent environ 70% de la population mondiale, donc les êtres sacros, générateurs purs et générateurs manifesteurs. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait du non-soi mental. Ce qu'on appelle le non-soi mental, c'est le fonctionnement incorrect de la grande majorité de la population, qui est dans la réponse à la vie et pas dans la provocation, pas dans l'initiation. Ça veut dire quand même que, fondamentalement, dans énergétiquement parlant, la grande majorité de la population est quand même sur un versant yin. Oui, on parlera des polarités ici aussi de temps en temps. Sur un versant yin, avec un principe féminin plutôt développé. Alors, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ce ne sont pas des personnes efféminées, c'est le principe féminin de réceptivité, de réception, plutôt d'intériorisation par rapport au principe masculin, au côté yang, en mode j'y vais, je passe à l'action. Plus fermé, un peu plus opaque. Donc, quand même, l'immense majorité de la population est de type sacral, générateur ou générateur manifesteur qui agit en réponse. Et combien d'entre eux prennent des décisions déjà avec le mental? Le mental n'est jamais un support pour prendre des décisions en design humain. Et combien provoquent, combien initient sur une décision mentale? Et après, on s'étonne qu'il y ait des résistances. Les êtres sacros, donc, avec leur stratégie de répondre. Ensuite, nous avons les projecteurs. Donc là, on rentre dans la famille des non-sacros.
environ 20% de la population mondiale, qui eux ont une aura, ce qu'on appelle focalisée et pénétrante, qui sont excellents comme guides parce que grâce à leur aura, ils vont pouvoir pénétrer très facilement l'autre ou les processus. Ils vont voir en fait ce qui ne fonctionne pas. Pour faire très court, je ne vais pas rentrer dans tous les détails par rapport au type ici. Et la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation, fondamentalement très tournée vers l'autre. Donc pareil, combien de projecteurs passent à l'action en mode mental, en mode le bras en l'air, voilà. Et alors que pour eux, l'idéal, c'est d'abord de se reconnaître soi, parce que le projecteur a une fâcheuse tendance à ne pas se reconnaître lui, parce qu'il est très absorbé par l'autre. Ça, c'est sa nature qui l'amène à faire ça. Et d'abord se reconnaître soi pour que l'autre le voit dans ses potentiels uniques et qu'il vienne ensuite le chercher. Ok ? Parce qu'un projecteur qui se voit ou pas forcément, ou qui a besoin de reconnaissance, parce que le projecteur a un énorme besoin de reconnaissance, comme tout le monde, mais chez lui c'est accru, eh bien ça peut donner des personnes qui donnent des conseils alors qu'on ne leur a pas demandé. Forcément, quand les gens ne sont pas prêts, ça crée des résistances. C'est aussi bête et méchant que ça. Donc là, c'était pour le projecteur. Ensuite, nous avons le manifesteur. Ah, il y a un manifesteur, levez la main! Donc le manifesteur, environ 9% de la population mondiale. Pareil, un nom sacral qui a une énergie très fluctuante. Alors, projecteur, manifesteur et réflecteur, les derniers que je vais faire sont ce qu'on appelle des êtres non sacraux qui ont du coup une énergie très fluctuante, qui n'est pas stable, qui n'est pas constante comme les êtres sacros générateurs et générateurs manifesteurs. Donc déjà, projecteur, manifesteur et réflecteur, on est des grosses brêles au niveau de l'endurance. On va pas se mentir. Voilà, ça sert à rien de nous coller des projets sur 20 ans, ça va nous étouffer. Sauf si c'est vraiment cool et que c'est ok pour notre autorité intérieure. Mais voilà, sur le principe, il n'y a pas forcément l'endurance énergétique par rapport à ça. Manifesteur donc, lui qui est assez rare. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux faire une série spéciale manifesteur, parce que je trouve que le contenu est très pauvre en francophonie par rapport à ça. Le manifesteur, lui, son aura, elle est dense et repoussante. Tu es content de le savoir, si tu es manifesteur. Donc, dense et repoussante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'il va faire de la place autour de lui. C'est-à-dire que c'est... Alors, le manifesteur, pour rappel, c'est un petit peu l'idéal de la personne qui passe à l'action fantasmée. Tu vois, c'est celui qui avance sans l'aide de rien ni personne, en fonction de seulement ce qu'il veut, le poing en l'air, et puis goodbye les autres. Alors ça, c'est l'idéal aussi qu'on véhicule, et dans lequel le monde a envie de ressembler, parce que c'est l'idéal qu'on véhicule. Sauf que le 90%, voire 91% de la population n'est pas en mesure énergétiquement d'agir comme le manifesteur, et donc du coup se prend des résistances. Et le manifesteur, quand il y en a un vrai, on lui met souvent des bâtons dans les roues parce que il dérange beaucoup. L'électron libre, ça dérange. Voilà, parce que le manifesteur est fondamentalement plutôt tourné vers les astres, il est plus connecté aux astres qu'aux autres. Et c'est, entre guillemets, le seul qui est en mesure d'agir sans rien ni personne en fonction de ce qu'il veut, lui. Sa stratégie, c'est d'informer. Alors, c'est très contre-intuitif pour un manifesteur d'informer. Parce que souvent, le manifesteur, il dit « j'ai pas le time ». J'ai pas le time, en fait, j'ai un urge, j'ai un besoin brûlant à l'intérieur de moi, il faut que je le fasse là maintenant. Et c'est justement en n'informant pas que les résistances viennent. Parce que avec cette aura dense et repoussante qui va crisper un petit peu les auras des autres, avant même que le dialogue ne s'installe, les autres vont vouloir chercher à le contrôler et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des manifesteurs. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, on a envie de contrôler. Voilà. Quand on ne sait pas, on a peur, on a envie de contrôler. C'est bête et méchant aussi. Donc pour le manifesteur informé, ça va permettre de briser cette glace, de prévenir l'autre de ce qui va être fait, de ne pas lui demander la permission, c'est pas pareil. De le prévenir pour que lui puisse agir comme il veut, comme il entend, comme son urge lui dit de faire. Notre aura sert notre stratégie. I repeat, notre aura sert notre stratégie. C'est-à-dire que cette aura dense et repoussante chez le manifesteur s'accompagne de l'information. C'est très mécanique en fait. C'est vraiment très contre-intuitif et pas naturel du tout. L'aura focalisée... attends,
l'aura focalisée et pénétrante du projecteur lui permet du coup potentiellement de mieux pénétrer l'autre, que l'autre le voit mieux et l'invite. L'aura ouverte et enveloppante des êtres sacraux leur permet d'être connectés à la vie avec un grand V et de pouvoir répondre à tout, fondamentalement. Et je termine par le réflecteur, le plus rare du design humain. J'allais dire le plus précieux, mais on va peut-être pas rentrer dans un truc de favoritisme là. Mais le plus rare dans le sens où lui, il va avoir tous ses centres blancs. Il va pas avoir d'autorité intérieure si ce n'est celle de la Lune. Et sa stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire pour prendre ses décisions. Et lui, il est là, le réflecteur, pour, comme son nom l'indique, refléter. Refléter n'est pas être une éponge. C'est un point important que j'ai envie de préciser. Refléter n'est pas être une éponge, c'est-à-dire c'est prendre un écosystème là maintenant et le refléter pour mettre en avant peut-être ce qui ne va pas et aussi potentiellement pour le réharmoniser. Il est très très relié à la Lune, le réflecteur, et quand on dit qu'il y a besoin d'un cycle lunaire pour poser une décision, il y a besoin d'au moins 28 jours, en fait, il va être traversé par les influences extérieures, qu'elles viennent des planètes ou des autres. Et ce sont ces influences-là qui vont lui permettre de faire des déductions, d'avoir des révélations pendant son processus de prise de décision. Et souvent, ça dure 28 jours. Et pour avoir discuté avec une réflecteur il n'y a pas très longtemps, elle me disait à chaque pleine ou nouvelle lune, je ne sais plus laquelle, elle dit c'est là que je sais. Il n'y a que à ce moment-là que je sais. Donc, j'ai appris à vivre avec la lune. Donc, c'est vraiment très spécifique. Donc là, j'ai parlé des types, des stratégies. Et pour les autorités, donc je ne vais pas forcément tout les détailler non plus, mais il y en a 7 en tout. Et les autorités donc, sont, comme je l'ai dit, le meilleur support que l'on a à l'intérieur de nous pour prendre des décisions. Donc après, c'est revenir à une écoute de soi, mais en fait, plus précise que ce que pourrait donner le développement personnel. Parce qu'on te dit, oui, écoute-toi. Et toi, tu es là, tu bégayes, tu sais pas, et je m'écoute où mes pieds, mon corps, mon ventre, ma tête. Et le design humain te dit, par exemple, tu es autorité émotionnelle, explore tes émotions, sois connecté à tes émotions. Ok, là c'est plus clair, tu sais où mettre ton focus. Ok, tu as une autorité sacrale, ok, tu sais que mettre ton focus, ça va être sur ton ressenti viscéral, ça va être sur la sensation de vibration à l'intérieur de toi, d'un grand oui, d'une ouverture, d'une fermeture. Alors, et là c'est là que le bas blesse, ça veut dire te reconnecter à ton corps. Et ça, c'est souvent très compliqué pour les êtres sacraux parce qu'on a été aussi complètement habitués à ne pas du tout être connectés au corps. Donc voilà, du coup, tu apprends où mettre ton focus au lieu de te disperser. Disons que le design humain, ce qu'il a l'avantage, c'est qu'il te dit où mettre ton focus pour éviter le vagabondage mental. Parce que même si le design humain, c'est quand même très très mental, pour avoir beaucoup de personnes dans mon entourage qui est plongé dans le mental, c'est censé nous alléger le mental. Le mental est censé nous apporter des indications et c'est censé être un outil, non pas un support de prise de décision et non pas un élément qui nous fait douter de nous, c'est un outil comme un autre pour avancer dans nos vies. C'est pas pour prendre des décisions et tout ça. Donc le design humain nous apprend à revenir dans le corps, à revenir dans l'instant, à revenir à nos ressentis. Et c'est ça aussi qui peut prendre du temps. Parce que quand on a été bloqué pendant longtemps dans le mental, redescendre dans le corps, ça peut être très compliqué. Voilà ce que je pouvais dire sur le design humain. 24 minutes, nous sommes contents. Donc voilà, j'ai vraiment fait une ébauche. C'était pour l'apporter. Et ah oui, alors à quoi ça sert ? Oserais-je dire pour se comprendre enfin soi, pour comprendre son fonctionnement, pour comprendre son interaction avec soi, avec la vie, avec les autres. Rien que ça. Améliorer ton business, développer ta communication, savoir ce qui marche pour toi, savoir comment réagir. Et pour moi, c'est l'outil de connaissance de soi par excellence qui est à la fois hyper vaste, mais qui prend tout son sens aussi, mais c'est vraiment te connaître toi, à la fois dans ton énergétique, à la fois dans ton pragmatique. Moi, c'est comme ça que je l'amène. Je ne te parle même pas du côté inconscient et du côté conscient, parce que le design humain fait la distinction par rapport à ça, qui apporte aussi de précieuses informations. Donc, c'est un outil qui nous amène vraiment à nous recentrer nous et à nous aligner vraiment selon à qui nous sommes, selon notre vraie nature,
J'allais dire pas en se dénaturant, bon c'est un peu redondant, mais vraiment en fonction de qui on est nous et beaucoup moins en fonction de l'autre. Donc rien que ça, j'imagine que chacun verra à sa manière les conséquences que ça peut avoir dans la vie, c'est-à-dire les comportements dans la famille, les comportements dans le couple, les comportements dans le business, les comportements dans le travail. Tout ça peut être remis, alors remis en cause, c'est un grand mot, mais réajusté par le design humain. Donc ça pourra amener de l'inconfort, ça pourra amener aussi beaucoup de confort et surtout, à chaque fois, moi, mes clients que j'ai, c'est de la libération, une incroyable libération. Moi, ça a été d'une puissance au niveau de la libération, ce que ça m'a fait. C'était incroyable. Je parlerai peut-être dans un autre podcast de l'impact que m'a apporté pour moi le design humain. Là, c'était une présentation pour l'introduire et commencer à vous séduire un petit peu là-dedans. Et écoutez, merci de votre écoute. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être apporté des éléments de réponse et au plaisir d'échanger sur Instagram.